voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc un voyage extraordinaire dans le monde des sciences que nous invite cette émission. Des chercheuses, des chercheurs de tous horizons, ils sont invités pour nous parler de leurs travaux, de leurs recherches, de leur enseignement, pour nous dévoiler leur motivation, leur cheminement, les rencontres qui les ont fait avancer, et tout cela avec la volonté de transmettre aux jeunes, aussi bien filles que garçons, de leur transmettre donc leur passion afin de susciter chez eux le désir de s'engager sur ces voies. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux, homme de lettres, poète, romancier, essayiste. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait nous rencontrer. Alors, mais aussi, Jean-Louis est un homme de science reconnu au niveau international pour ses travaux en imagerie médicale, en modélisation des systèmes complexes et intelligence artificielle. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Et pour ce voyage, nous recevons Patrick Bourguet, médecin spécialisé en médecine nucléaire et anciennement directeur du centre Eugène Marquis à Rennes, à Pontchaillou. Donc ça, c'est inclus dans Pontchaillou, mais ce n'est pas Pontchaillou. Vous allez nous parler de votre parcours de formation, de vos activités actuelles dans cette émission Voyage extraordinaire dans les sciences. C'est une émission de Radio Laser, créée par Jean-Louis Coatrieux, diffusée par Radio Laser, évidemment, en collaboration avec le site web culturel breton Unidiver. Donc, Jean-Louis, je te laisse la parole. Merci Félix. Écoute, je crois que c'est pour moi un grand plaisir d'avoir Patrick Bourguet aujourd'hui. Il y a une longue complicité entre nous qui évidemment est liée à mes travaux, puisque la médecine nucléaire, on va le voir tout à l'heure, c'est aussi de l'imagerie. Alors, notre habitude est toujours de partir, je dirais, de la jeunesse, de l'origine, et puis d'avoir un peu une idée de la trajectoire qui a été suivie avant d'arriver à un métier, je dirais. Alors, Patrick, on se connaît depuis longtemps, donc on ne va pas se vous voyez, bien entendu. Mm-hmm. Alors, quelle est l'histoire de Monsieur Patrick Bourguet avant d'arriver en médecine? C'est une histoire assez amusante, je dirais. À l'origine, j'ai une formation scientifique, donc un bac maths-LM, comme beaucoup de mes amis, et classe préparatoire, et je suis rentré dans une école d'ingénieur, j'ai fait Supélec, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait Supélec à Paris, mais à cette époque-là, Supélec commençait à ouvrir 2 antennes, une à Rennes et une à Metz. Et j'ai bénéficié de la première année d'ouverture de Supélec à Rennes, donc sur le campus de Beaulieu. À l'époque, l'école était en race campagne, la technopole était inexistante, donc c'était assez intéressant. Donc je suis arrivé à Supélec dans les années 70 et à la fin de mon cursus de Supélec, on m'a proposé de rester comme assistant dans l'école. Donc je suis resté à Supélec Rennes et j'étais assistant puis chef de travaux pendant 6 ans. Et durant ces 6 ans, j'ai fait un DEA de physique du solide et traitement d'image et j'ai fait une thèse de 3e cycle. Et malheureusement, durant ma thèse, j'ai eu 2 événements qui m'ont un peu troublé. Le premier, c'était mon directeur de thèse, qui est parti en Afrique du Sud en mission. C'était Michel Nuzimovici. Donc, me laissant un petit peu orphelin. Et puis, malheureusement aussi, celui qui m'accompagnait dans ma thèse est décédé dans un accident de voiture. Donc, je me suis retrouvé comme un thésard isolé. Donc, j'ai continué ma thèse tout seul. Et puis, je me suis posé des questions un petit peu sur mon avenir et je suis revenu sur une réflexion que j'avais eue un peu plus tôt sur ce que je voulais faire. Et en fait, j'étais très intéressé par la biologie, par la physiologie, en fait. Et il se trouve que j'avais un grand-père qui était neurologue, un vieux neurologue qui avait connu Freud. Enfin, vous voyez, c'était une époque assez étonnante, qui a été à un moment donné, même s'il n'était pas universitaire, enseignant au Collège de France. Et dans les dîners chez mon grand-père, j'avais rencontré un couple de Belges qui étaient professeurs au Collège de France et qui avaient un laboratoire où ils étudiaient la physiologie neurologique chez le chat.
J'avais trouvé ça passionnant. Je me dis, tiens, Supélec, électricité, physiologie, tiens, je ferais bien de l'électrophysiologie. Et donc, j'étais allé les voir. Et il m'avait dit, écoutez, c'est un métier passionnant, l'électrophysiologie, c'est à la fois de la biologie et puis de l'électricité, mais nous, on a un grand regret à la fin de notre vie, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas médecins, et donc nous avons été toujours limités à l'animal. Ah, je dis, bon, voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire médecine? Et donc, je suis parti, et j'ai commencé mes études de médecine, alors que j'étais encore à Supélec comme assistant, et que je faisais ma thèse. Donc ça a duré 3-4 ans, jusqu'à ce que je rentre vraiment dans un service hospitalier, à la 4e année, où je pouvais pas à la fois avoir une activité à plein temps et faire mes stages hospitaliers. Là, j'avais deux choix. Soit j'allais en physiologie, soit j'allais dans un domaine un peu connexe que je ne connaissais pas, qui était la biophysique. Alors, biophysique, c'est la même physique, on se disait, ça va être quelque chose d'assez similaire. Et en fait, par hasard, le physiologiste de l'époque, qui était le professeur Paulet, m'a expliqué, c'est très bien, vous avez un joli profil, vous terminez vos études et puis vous revenez me voir. J'étais en 4e année, il fallait quand même bien que je vive, j'étais marié, 2 enfants, donc c'était un peu compliqué. Et puis je suis allé voir les biophysiciens qui m'ont dit, non, t'as ta thèse, c'est parfait, t'as ta thèse, tu viens, et demain t'es assistant. Donc je suis rentré comme assistant en biophysique, et la biophysique est associée à la médecine nucléaire, on y reviendra, et en même temps j'étais étudiant. Donc c'est des situations très cocasses. Par exemple, le matin j'étais en stage comme étudiant, l'après-midi j'étais assistant au centre, éventuellement à 2h de l'après-midi je passais un examen, et à 3h je faisais passer un examen dans la même salle. Donc c'est ce mix qui était assez sympa. Voilà en gros très rapidement le parcours qui m'a amené en fait à la médecine nucléaire, un peu de façon fortuite mais pas totalement quand même, car même si j'ai commencé par une carrière vraiment scientifique, je dirais pure et dure, j'avais quand même un fond physiologiste qui était très marqué. Ah ouais, c'est super. Alors ça nous amène justement à une autre question qui est plus d'actualité. Ces questions de passerelle entre ingénieurs et médecine, ou éventuellement, pas seulement pour les médecins d'ailleurs, de manière plus générale, elles sont pas forcément bien connues du grand public, et en particulier des jeunes. Or, il y a des modalités particulières qui peuvent être intéressantes, justement. Alors, la situation aujourd'hui sur ce plan des passerelles. Alors, pardon. Et c'est un peu compliqué, je dirais. Et c'est un peu compliqué parce que nous avons des grands penseurs qui ont complètement revu la formation initiale des études médicales. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui était assez compliqué, avec des filières, avec des mineurs, des majeurs dans les études, ce qui fait qu'on passe à la fois en fac de médecine, mais on passe aussi en fac de sciences ou en droit. Enfin, on pourra détailler ça, mais c'est vraiment très compliqué. Mais sur les passerelles, exactement, il existe depuis des années des passerelles, mais qui sont déjà au niveau de la 2e ou 3e année, qui permettent à des gens qui ont, en gros, l'équivalent d'un bac plus 5, d'accord, de réintégrer un cursus d'études de santé. C'est pas uniquement en médecine, d'ailleurs, d'études de santé. Alors, à mon époque, ça n'existait pas. Moi, j'ai redémarré la case départ en première année avec le concours. Mais, par exemple, quelqu'un qui sortirait de Centrale aujourd'hui, et j'ai des enfants de collègues qui l'ont fait, peuvent déposer un dossier pour essayer de pouvoir rentrer en études médicales. À ce moment-là, on chante quand même le concours, d'accord. Alors, ça, il n'y a quand même pas des milliers de places. Pour moi, le gros inconvénient, c'est que vous rentrez directement en 2e, voire en 3e année sur un certain cursus, d'accord ? Or, la première et la 2e année, ce sont les années de matière fondamentale. Physiologie en particulier, anatomie, mais aussi, c'est quand même, biologie, c'est un peu plus simple, mais physiologie, c'est important, parce que vous rentrez en 3e année dans ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est autrement dit, quand ça marche pas. Donc, pour comprendre comment ça marche pas, il faut savoir comment ça marche. Donc, ça veut dire que ceux qui rentrent dans ce cursus-là, qui est difficile, ont une obligation de se remettre à niveau sur les 2 années précédentes. Ce qui est quand même pas si simple que ça. Donc ça existe. Mais bon, c'est pas la voie royale, clairement. On peut revenir sur quelques termes là, qui ont été utilisés. La physiologie, la physiopathologie, comment le caractériser ? La physiologie, en fait, c'est l'étude du fonctionnement des cellules, d'accord. Donc, on appelle par physiologie comment fonctionne un rein, comment fonctionne un cœur, comment fonctionne un foie. Et quand on dit physiopathologie, bien, comment ça se passe quand ça marche pas, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, ça conduit la physiopathologie à l'étude des maladies. C'est-à-dire, une maladie, c'est finalement un dysfonctionnement. Et donc, c'est toute la base, c'est comment ça dysfonctionne. Il faut se référer à un fonctionnement normal. Mais est-ce que, justement, l'étude du symptôme dans la maladie, alors, c'est quelque chose qui ne marche pas. Vous avez dit que pour comprendre ce qui ne marche pas, il faut comprendre comment ça marche. Est-ce que
la réciproque est vraie. C'est-à-dire, est-ce que comprendre une maladie, ça aide aussi à comprendre comment ça marche quand c'est normal ? Oui, mais c'est pas la démarche habituelle. La démarche habituelle, c'est qu'on peut éventuellement découvrir ce qu'on appelle de nouveaux symptômes. Tous les ans, on découvre, pas des nouvelles maladies, mais enfin, en tout cas, des nouveaux symptômes. On essaie quand même toujours de les rattacher à un organe qui fonctionne normalement, pour voir si c'est un symptôme, entre guillemets, banal, ou si c'est un symptôme qui est, la traduction d'une pathologie. Donc, quand même, la base de la physiologie, c'est fondamental, ce qui d'ailleurs est une matière qui est toujours en devenir. Les connaissances sur la physiologie, sur le fonctionnement normal, ne sont pas complètement closes. On a encore un champ d'exploration énorme. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. On va revenir à des choses qui te concernent directement, je dirais, par les responsabilités que tu as pu prendre et puis par la situation qui, là, concerne tout le monde, de l'organisation des activités autour du cancer. Il y a des centres spécialisés, Félix l'a évoqué tout à l'heure, comme le centre Eugène Marquis, contre le cancer. Est-ce que c'est un exemple isolé ou est-ce que c'est quelque chose qui se déploie au niveau national, c'est-à-dire des centres spécialisés sur cette maladie ? Clairement, il y a des centres spécialisés en cancérologie, même des centres privés qui sont spécialisés en cancérologie. L'exemple des centres de lutte contre le cancer est un peu particulier parce qu'en fait, si on revient un petit peu sur la genèse de ces centres, c'est à la Libération, une ordonnance du général de Gaulle qui crée les centres de lutte contre le cancer. L'idée était de rassembler en un même lieu, cette fois-ci, toutes les techniques, toutes les connaissances autour d'une pathologie. Il y en a combien aujourd'hui en France ? Alors, il y en a eu jusqu'à 20, en fait, parce que l'idée, c'était d'essayer d'en avoir à peu près dans toutes les régions. Il n'y en a pas dans toutes les régions, mais il y en avait 20. Et dans les dernières années, il y en a qui se sont regroupés. Typiquement, à Paris, celui de Saint-Cloud s'est regroupé avec Curie. Et dans l'Ouest, celui d'Angers s'est regroupé avec Nantes. Mais ce sont des établissements physiquement séparés, mais qui ont une direction commune, en gros. En Bretagne, il n'y en a qu'un seul, c'est Eugène Marquis et à Rennes. Donc, en gros, il y a 20 structures qui correspondent à 18 centres de lutte contre le cancer. Alors, ce sont des établissements privés, à but non lucratif, mais qui ont un statut très particulier, d'accord ? Donc on fonctionne en fait, finalement, comme un établissement public, avec une dotation qui est maintenant directement liée à l'activité, donc le même système, mais dans une particularité, l'établissement est dirigé par un médecin, ce qui n'est pas du tout le cas dans un CHU ou dans le cas d'une clinique privée, qui est associé à un directeur adjoint qui, lui, n'est pas un médecin, mais on voit bien, le couple est important quand même. Et deuxièmement, il n'y a aucune activité libérale. C'est-à-dire qu'un patient qui vient dans un centre de lutte contre le cancer ne paie aucun déplacement, d'accord ? Qui peut voir le patron, si j'ose dire, entre guillemets, ou l'assistant, il sera pris de la même façon et sans débourser le moindre centime. Ça, c'est dans les gènes même des centres de lutte contre le cancer. Alors, au départ, en 1945, l'obligation légale, c'était d'avoir la chirurgie, la radiologie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radiothérapie, donc on irradiait avec un bétatron, ou avec des rayons X, ou avec une bombe au cobalt, comme on disait, c'était en fait des rayons gamma, et l'anatomopathologie. C'était 3 disciplines absolument incontournables. Et ça, c'était quand même assez visionnaire, parce que l'anatomopathologie, c'est-à-dire l'étude finalement des tissus et surtout de ceux qui sont pathologiques, comment on fait le diagnostic d'un cancer, quelle est la gravité de ce cancer, l'anatomopathologie a pris une place fondamentale. Donc ça reste un trépied. Alors bien sûr, depuis ça a évolué, maintenant il y a l'oncologie médicale, c'est ce que les gens appellent la chimiothérapie, mais on pourra voir, c'est beaucoup plus large que ça. La chirurgie reste là, et puis la radiothérapie qui est devenue une discipline à part entière il y a quelques années. Le personnel dans ces centres a quel statut ? Alors, c'est un statut de centre de lutte. Il y a un statut particulier, qui est un statut un peu un mix entre fonction publique et privée. Ils sont tous salariés. Il y a une grille, il y a une convention collective. Il y a même une convention collective des médecins dans les centres. Donc, c'est vraiment un établissement qui fonctionne de façon normale. Alors, ils ont leur place. Ils ont leur place dans le paysage. En gros, on estime que à peu près 25 à 30% de l'activité de cancérologie est gérée dans les centres de lutte contre le cancer en France. Du point de vue des métiers, alors, parce que est-ce qu'il y a des particularités par rapport à d'autres établissements de santé
qu'on retrouve à cet endroit. Alors, là, il y a aussi un peu un aspect historique, et bon, je vais envoyer un peu des fleurs à ce secteur-là. C'est, je veux dire, les centres ont toujours été très moteurs en termes d'innovation. Très moteur. Donc en fait, ça a été pendant longtemps des innovations sur le plan technologique ou technique, d'accord. Et puis ce sont devenus aussi des innovations sur le plan de la prise en charge des malades eux-mêmes, d'accord. Et donc on a vu au cours du temps à la fois des métiers techniques, ou vraiment au niveau du soin, et puis des métiers, je dirais, paramédicaux qui sont développés. Alors typiquement, les métiers les plus importants, bien sûr, en dehors du corps médical, ce sont les métiers de ce qu'on appelle soit des radiophysiciens en radiothérapie, soit des techniciens ou des manipulateurs radio dans le domaine de l'imagerie médicale, et puis tous les métiers de soignants, c'est-à-dire l'infirmière. Alors vous avez des infirmières classiques, comme on voit partout, mais vous commencez à avoir des infirmières qui, par exemple, vont s'occuper de la consultation d'annonces, c'est-à-dire qui ont pour rôle de revenir derrière le médecin après l'annonce du cancer, pour revenir, expliquer, voir s'il a bien compris, enfin répondre aux questions des malades. Vous avez des infirmières cliniciennes, par exemple. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de traitements qui se font sous forme orale, donc les patients sont à domicile, ils viennent plus à l'établissement, ils sont dans la nature, il peut y avoir des effets secondaires. Vous avez des infirmières dont le rôle est essentiellement de contacter tous ces patients à l'extérieur, de rester en contact avec eux. S'il y a un problème, de pouvoir les faire revenir pour les prendre en charge. Autrement dit, de faire un suivi externe, d'accord ? Et puis, vous avez des métiers qui paraissaient impensables à une époque, qui sont dans ce qu'on appelle les soins de support. Là, je ne suis pas exhaustif. Autrefois, on avait des psychologues. On comprend bien la place des psychologues. On a vu se développer, par exemple, une socio-esthéticienne. De gens qui s'occupent de vous remettre un petit peu dans une présentation physique, une conscience de soi, etc. D'accord ? Et puis, bon, il y a bien sûr tout ce qui est kiné, etc. Mais il y a plein de petits métiers qui n'existaient pas et qui sont venus se greffer sur... Et ça, ils sont proposés au niveau des centres. Il y a un métier sur lequel on a compris qu'il y a une diversité là de profils qui existe. Il y a un métier sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est ce qu'on appelle des fois physicien des hôpitaux, parce que on le connaît mal, je crois. C'est très particulier. Alors, je crois qu'il faut bien s'entendre sur les termes, en fait. Quand on parle de physique médicale, c'est le terme générique, il y a deux branches, en fait. Il y a une branche... Alors, il y a un tronc commun de formation de physique médicale qui se fait dans beaucoup d'universités. Puis après, il y a une séparation entre ce qu'on appelle le génie biomédical, qui conduit à la formation d'ingénieurs qui vont s'occuper de la maintenance de l'ensemble du matériel d'un hôpital, que ce soit un scanner, une IRM, mais aussi un échographe, etc., mais aussi les problèmes, je dirais, de plomberie, d'électricité. Enfin, donc, ils sont capables d'avoir vraiment une vue sur l'ensemble de la gestion technique. Ça, c'est une filière. Et puis, une autre filière, c'est celle, je pense, auquel tu fais allusion, qui est une filière de radiophysique. Donc, le terme physicien de l'hôpital est générique, et radiophysiciens, ce sont des personnes qui vont être formées pour travailler dans un service de radiothérapie. Alors, en deux mots, en radiothérapie, c'est un des traitements du cancer, avec la chimio et la chirurgie notamment. Et la radiothérapie consiste à irradier un tissu tumoral. Aujourd'hui, c'est une technique qui est extrêmement sophistiquée. D'abord parce qu'on travaille en 3 dimensions et non plus de façon planaire, avec des machines qui sont capables de tourner autour du patient, avec un faisceau d'irradiation qui peut prendre n'importe quelle incidence, avec une intensité qui permet d'aller en profondeur, avec un diamètre d'ouverture qui peut être plus ou moins grand. Autrement dit, on peut vraiment, entre guillemets, dessiner autour de la tumeur. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle du tumor painting en anglais. Clairement, si on travaille en 3 dimensions, avec autant de paramètres sur la machine, on ne peut le traiter que de façon informatique. Tout ce traitement-là, il est fait en amont du traitement par des radiophysiciens. Donc des gens qui ont une formation de physique, qui savent ce que c'est qu'une irradiation, qui savent ce que c'est qu'un rayonnement gamma, d'accord, qui connaissent les effets sur les tissus, d'accord, et qui sont capables de calculer ce qu'on appelle un planning dosimétrique qui va être appliqué aux patients. Donc là, c'est un métier qu'on peut... qui correspond à quelle filière ? Alors, universitaire, je suppose Absolument, c'est une filière universitaire. Alors, jusqu'il y a quelques années, c'était une filière qui était assez limitée. Il y avait 2-3 centres en France qui formaient à la radiophysique. Clairement, c'est un master, donc un tronc commun de licence, un master spécialisé en radiophysique.
et suivi par... un tronc commun de physique. De physique, oui. Donc c'est en fac de sciences que ça se fait. À Rennes, par exemple, il y a une filière qui existe, et la partie master radiophysique est faite dans l'école d'ingénieurs, qui s'appelle l'ESIR, je crois, de mémoire, voilà. Donc il y a une filière, dans laquelle d'ailleurs j'ai fait quelques cours, et en fait, tu termines avec ton master de radiophysicien, avec un examen qui est très sélectif, puisque tu as en fait un examen national. Voilà. Ah oui, c'est ce qui n'est pas le cas pour la plupart des masters. Et tu as derrière une formation professionnelle. C'est-à-dire tu ne peux pas exercer comme radiophysicien immédiatement en liberté. Tu as une formation, je crois, de 2 ans. Pendant les 2 ans où tu dois travailler dans un service de radiophysique. C'est normal parce que quand même l'impact de cette technique est majeur. Il faut bien voir que le radiothérapeute qui prend en charge son patient, il est, entre guillemets, assez aveugle par rapport à ce qui se passe. C'est lui qui, sur un scanner, va déterminer qu'est-ce qui est tumeur et ce qui n'est pas tumoral, qui va déterminer quels sont les tissus absolument à protéger. Par exemple, si vous avez une tumeur cérébrale, près du chiasma optique, il faut irradier la tumeur, mais pas le chiasma, sinon le patient devient aveugle. Eh bien, ce travail de dosimétrie, d'affinement, etc., c'est le radiophysicien qui le fait. Donc, il y a une confiance absolue dans l'équipe. Donc, ça s'apprend pas en 8 jours. C'est vraiment un métier d'expérience. Là, on a parlé beaucoup de radiothérapie, mais il y a aussi le volet chimiothérapie. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Nous sommes avec Patrick Bourguet, médecin nucléaire, anciennement directeur du centre Eugène Marquis à Rennes. Donc, je te laisse continuer. Oui, c'était sur le volet chimiothérapie qui est important aussi. Et là, ce sont des chimistes ou des formations particulières encore qui existent. Alors là encore, il faut revenir un peu en termes de vocabulaire. Tout le monde entend bien le terme chimiothérapie, puisque vous avez dans votre environnement, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un cancer du sein, un cancer du côlon, et qui a reçu une chimiothérapie. C'est un produit chimique, en général injecté par voie intraveineuse. Aujourd'hui, le domaine de traitement médical est beaucoup plus large que ça. Donc on parle d'oncologie médicale, puisqu'on va pouvoir peut-être éventuellement parler. On a de la chimiothérapie classique, qui sont des produits chimiques, mais on a de plus en plus ce qu'on appelle des thérapies ciblées, qui sont majoritairement des anticorps dirigés contre des protéines, d'accord ? Et puis on a aussi, depuis quelques années, on en parle beaucoup dans la presse, de l'immunothérapie. Ce sont des thérapies associées, qu'on peut d'ailleurs associer les unes avec les autres, dans le domaine de l'oncologie médicale. Vous voyez qu'on a largement dépassé le stade de la chimiothérapie tel qu'on l'entend. Alors, pour revenir sur ta question, c'est clair que la chimiothérapie, ce sont des produits chimiques, et donc il y a toute une recherche pharmaceutique de toxicité, d'efficacité sur ces produits-là. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'essentiel de la recherche ne porte plus sur ces produits de base, qui sont efficaces, mais très toxiques, et peu spécifiques surtout. Donc en fait, quand on traite, malheureusement, on détruit un peu ce qui est à côté, et de plus en plus, on va vers les thérapies ciblées ou l'immunothérapie. Alors les métiers, là, dans ce volet oncologique général, je dirais. Alors, les métiers, c'est beaucoup des gens qui viennent de la chimie, effectivement, ou de la biologie. De chimie ou biochimie, et biologie, bien entendu. Et puis, il y a une grande partie de pharmaciens. C'est quand même l'industrie pharmaceutique sous le volet recherche, pas uniquement sous le volet commercial, sous le volet recherche, c'est quand même un domaine de prédilection des pharmaciens. Donc là, on a fait le tour un peu. Oui, juste, moi je vois, tout naïf que je suis, j'ai l'impression que la recherche, le progrès, en fait, se fait en même temps, c'est vraiment une question d'efficacité, c'est aussi peut-être une question de confort du patient. De plus en plus, c'est ça. Et c'est tout à fait raison, tu as tout à fait raison, parce que clairement, il y a 40 ans, on avait un seul objectif, c'était traiter le cancer. Et du coup, on avait une agressivité qui était assez importante. Clairement, enfin, tout le monde se rappelle des chirurgies mammaires où on enlevait tout le sein, les ganglions, etc. Autrement dit, on avait des patientes qui étaient vraiment, je dirais, amputées, on peut le dire. Oui. Pareil pour la radiothérapie, on ne se posait pas de questions sur ce qu'il y avait à côté. On irradiait massivement. Aujourd'hui, comme on a des traitements qui sont efficaces, on a énormément de patients qui ont une vie très longue. On parle beaucoup maintenant pour le cancer de maladies chroniques. D'accord ? Donc, qui dit maladie chronique dit aussi effets secondaires. Et donc, on est dans une dynamique aujourd'hui où on essaie vraiment de réfléchir sur la façon à préserver des effets secondaires à long terme. En particulier sur la pédiatrie, bien sûr, le gamin qui a été traité à 15 ans et qui a 50 ans ou 60 ans ou 70 ans d'espérance de vie devant lui, il y a de très grandes chances de faire des effets secondaires. Donc, aujourd'hui, c'est clair, on revient au principe d'Hippocrate, traiter mais ne pas nuire. Voilà. Juste un petit clin d'œil en chemin, là. Quelle est l'histoire particulière d'Eugène Marquis ?
Ah, ça c'est intéressant, effectivement. Alors Eugène Marquis, c'était un chirurgien à l'origine, d'accord ? Un chirurgien qui, si j'ose dire, et là encore je prends quelques précautions, a tiré ses lettres de noblesse pendant la guerre de 14-18. C'est un chirurgien qui a opéré sur le front, d'accord ? Et il est à l'origine de la création de ces hôpitaux mobiles, c'est-à-dire ces camions dans lesquels finalement on amputait en série. Les mauvaises langues disaient que c'était probablement celui qui amputait le plus rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il est revenu après-guerre à Rennes, c'est quelqu'un qui a vraiment une dynamique fantastique. Il a créé le centre. D'accord ? Le centre a été construit en 1923. En fait, comment a-t-il pu créer le centre de facto comme ça ? Il avait un entre-gens considérable. C'était quelqu'un qui était connu localement. Il a réussi à mobiliser. Et il anticipait quand même. Hein. Donc, et c'était en fait le premier centre, c'était en fait le centre de la Ligue régionale du cancer. C'était déjà ça le titre actuellement. Qui existait déjà alors ? Il existait et qui était même une fondation à l'époque. Hein. C'est assez étonnant. Mais pour vous donner quand même un peu le profil de Eugène Marquis, il faut savoir qu'il est rentré, il a beaucoup travaillé sur les soins infirmiers parce qu'en fait, effectivement, pendant la guerre, un des gros problèmes, c'était les infections et donc c'était des soins. À la limite, c'était pas la grosse chirurgie. Ce qui est intéressant, qu'est-ce qui se passait après, quoi. Et donc, il a créé l'école d'infirmière. Quand même astucieux, l'école d'infirmière rennaise est créée par lui. Et comme il était assez astucieux, les élèves qui étaient formés à l'école d'infirmière venaient en application au centre. Ça coûtait pas trop cher, d'accord ? Accessoirement, il a créé aussi la clinique Saint-Vincent. C'est-à-dire la clinique Saint-Vincent rennaise qui maintenant est transférée, le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire. À l'origine, c'est Saint-Vincent qui était à Rennes, à côté de comment ça s'appelle cette rue, je sais plus, enfin à côté de la faculté de droit. Et c'est lui qui l'a créé. Donc c'est quand même un personnage. Il était à la Fédération mondiale de médecine, il a été président. D'accord ? Non. Bon, ce que l'on en sait, c'est que il avait aussi le caractère qui allait avec. Hein. Oui, on imagine. On imagine. C'était le premier centre en France, alors ? Alors, pas du tout. Enfin, en fait, il n'était pas centre. Les centres de lutte contre le cancer, comme je le disais tout à l'heure, ont été créés en 1945 par De Gaulle. Donc, mais c'était effectivement, il avait déjà une vocation à traiter la cancérologie. Mais à l'époque, quand même, après la guerre de 14, le traitement des cancers était quand même assez rustique. Hein. C'était majoritairement chirurgical, d'ailleurs. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. On va passer peut-être à un autre chapitre qui correspond à l'étiquette que tu as donnée de médecine nucléaire tout à l'heure. Et donc là, on rentre dans l'imagerie. Et une des imageries fondamentales, je dirais, à côté du scanner, sans doute, de l'IRM. Là aussi, c'est une histoire qui a été longue et qui continue, qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc sans faire peut-être toute l'histoire, mais on peut essayer de comprendre d'où ça vient et où ça va. Alors, moi, je l'ai découvert comme vous, hein, si j'ose dire, quand je suis arrivé en 79 en biophysique et médecine nucléaire. Je connaissais rien à la médecine nucléaire. Alors, quand même, en deux mots, peut-être, pour qu'on comprenne bien un petit peu ce qu'est la médecine nucléaire, finalement, c'est une technique à la fois d'imagerie et de thérapie et qui utilise, en fait, le rayonnement gamma. Donc, deux principes, hein, qu'on ait de la radiologie et de la médecine nucléaire, c'est pas différent, puisque finalement, les rayonnements X et les rayonnements gamma, c'est la même chose, on est bien d'accord. C'est juste l'origine, soit les uns viennent du nuage électronique, soit les autres viennent d'une désintégration du noyau. Mais fondamentalement, c'est des rayonnements électromagnétiques. Donc, l'idée de la médecine nucléaire, c'est qu'on va utiliser l'émission radioactive pour faire des études. Alors, clairement, en diagnostic, on va utiliser des molécules dont on connaît le devenir dans l'organisme. Par exemple, une molécule qui est, par exemple, l'urée qui est sécrétée par le rein. Sur cette molécule, on va chimiquement la marquer, c'est-à-dire on va fixer dessus un corps radioactif, on va l'injecter au patient. Donc cette molécule, une fois radiomarquée, elle va se comporter comme la molécule native, donc l'urée radiomarquée ou l'urée normale se comporte pareillement dans l'organisme. Et on va faire une détection externe en essayant faire une représentation en 3 dimensions. Alors ce qui est intéressant, c'est que la molécule native et la molécule radiomarquée se comportent de la même façon. Comme on peut mesurer la quantité de radioactivité en un point, on a par proportionnalité la quantité de molécules natives. Et donc on peut suivre ça dans l'organisme, dans 3D, et au cours du temps. Donc on fait de la physiologie in vivo. D'accord ? Alors clairement, je vous donne un exemple. On a des molécules qui sont sécrétées par le rein, d'accord ? Eh bien, si vous faites injecter ça au patient, vous allez voir la molécule qui va être captée, puis éliminée par voie rénale. Et si vous mettez une gamma caméra en face, et vous allez faire des images sur une séquence de 45 minutes, et vous avez un urogramme, d'accord ?
Mais ces turogrammes, contrairement à la radiologie fait ça très bien aussi, là vous êtes capable de quantifier. Si vous êtes capable de dire ça fonctionne à 70% à droite et 30% à gauche, la radiologie est incapable de vous dire ça. D'accord ? Et si votre patient, par exemple, a un obstacle et vous avez levé l'obstacle, vous le revoyez 3 mois plus tard, vous refaites l'examen et vous dites il a récupéré. Alors que la radio lui dit oui, ça passe pas, mais il ne vous dit pas ça passe à 20%, 30%. D'accord ? Donc en fait, c'est une technique qui est pour nous de la physiologie in vivo. D'accord ? Ça, c'est intéressant. Et on peut explorer à peu près tous les organes. Alors, il n'y en a pas qu'une. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Maintenant, je pense que tout le monde connaît les PET. Ouais. Mais il y a eu le SPECT avant. Donc, cette évolution dans l'histoire des technologies... Alors, en fait, effectivement, la médecine nucléaire, elle date en fait après la Deuxième Guerre mondiale. Bombe atomique, donc il y a eu énormément de développement sur le nucléaire, c'est clair. On a commencé à traiter les cancers de la thyroïde à peu près dans ces époques-là. Et les premières gamma caméras datent des années 50. C'est quand même assez récent, d'accord ? Et à l'époque, on utilisait des émetteurs de gamma qui étaient ce qu'on appelait des single photons. Donc, ça donne le terme de spectre. Donc, c'est des émetteurs simples photons. Le problème des simples photons, c'est comme par définition, il y en a qu'un qui part à la fois, il part dans toutes les directions, et c'est assez difficile de savoir d'où il vient. Donc, les gamma caméras qui ont été faites à l'époque permettaient de traiter ou de faire des images à partir de ces corps radioactifs. Donc, c'était toute l'époque à partir du technétium 99M. Ça, c'était très rapidement une imagerie médicale. Ça n'a pas été du tout utilisé dans le domaine de la recherche, ou peu, et ça a vraiment été développé pour l'exploration médicale. Est arrivé plus tard, justement, ce que tu appelles la tomographie d'émission de positons. Et donc là, le principe est un petit peu différent parce que ce sont des positons, et par définition, les positons, c'est une désintégration de 2 photons à la fois, avec une émission de 2 photons qui partent à 180 degrés. Donc la technique n'est pas tout à fait la même, mais le principe est exactement le même. Ça a été réservé à la recherche, et notamment la recherche cognitive en neurologie, jusque dans les années, en gros, 95, à peu près, quoi. Et puis, il y a eu des papiers qui sont sortis un petit peu, où on pouvait utiliser un analogue du sucre, du glucose, marqué, et on s'est rendu compte que ça fixait les tumeurs. Et donc, on a commencé à avoir quelques papiers qui sortaient. Et là, ça a été un boom des années 2000. On s'est rendu compte que ça devenait une technique tout à fait pertinente en cancérologie. Et on a eu tout ce développement de ce qu'on appelle la PET, ou du PET scan, à partir des années 2000 sur l'ensemble du monde. Alors, moi, je voudrais quand même reposer une question, parce que Jean-Louis, tu as pensé que tout le monde savait ce que c'était qu'un PET et qu'un SPECT. Ouais. Alors, je ne sais même pas si j'ai les mots exacts. SPECT et PET, oui. Oui. Donc, petite précision, peut-être pour le grand public. Alors, je dirais pour les néophytes, c'est pas très important de savoir quelle est la différence. Par contre, quand même, ce qui est fondamentalement différent, ce sont les qualités d'image qu'on peut avoir. D'accord ? Donc, c'est toujours de l'émission radioactive. D'accord ? L'intérêt, par exemple, en PET, c'est que ce sont des produits radioactifs à période très courte, qui sont de 2 heures, essentiellement le fluor qui a une période de 2 heures. Donc finalement, une fois que vous avez fait l'examen, vous n'êtes plus vous-même radioactif, il n'y a pas de problème. Mais la résolution en PET est bien supérieure, d'accord ? Après, je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail physique, parce que c'est un peu compliqué quand même. Non, je pense que... Non, le nom français, c'est caméra à positons. Voilà, oui, tout à fait. Mais tout le monde, en fait, quand on a ce type d'examen, parle de PET et même de PET scan. Alors, ça, je crois que c'est important là, de bien comprendre qu'il y a une rupture qui remonte à une vingtaine d'années, un petit peu plus de 20 ans. Et que, en fait, depuis, l'évolution plus récente a été de coupler absolument des modalités d'image et pour améliorer, bien sûr, la résolution et la qualité de l'information apportée par l'image. Alors, on peut dire 2 mots, parce que peut-être que tout le monde, maintenant, a entendu parler du PET scan. Oui, alors effectivement, en termes de vocabulaire, PET scan, c'est le terme anglo-saxon. Donc, PET pour caméra à positons et scan pour scanner. Donc, conceptuellement, c'est la combinaison de 2 modalités. Donc ça, c'était une révolution, effectivement. Et c'est effectivement les années 2000. Alors ce qui est intéressant en France, c'est que d'emblée, quand on a déployé le PET en France dans les années premier plan cancer 2001, on a plaidé pour avoir du PET scan en direct. C'est-à-dire ne pas avoir le PET dans une salle et puis le scanner dans la salle d'à côté et puis essayer de fusionner les images, c'est plus compliqué. Là, c'est intéressant parce que finalement, vous avez une machine qui est combinée, donc le patient est sur son lit et dans le même temps, il passe dans les 2 anneaux.
d'accord ? Et la machine superpose les deux images. Donc vous avez sur votre écran à gauche, si j'ose dire, l'image de positon, qui est une image physiologique, qui vous dit par exemple, ça fixe à tel endroit, donc c'est probablement tumoral. Et de l'autre côté à droite, vous avez l'image morphologique du scanner, qui vous dit, là j'ai effectivement une masse. Donc vous avez la masse à droite, le renseignement sur la physiologie à gauche, et vous pouvez conclure que c'est un cancer. D'accord ? Ça, c'est vraiment très important. L'intérêt aussi, c'est que vous faites ça en un seul temps. Et aujourd'hui, en 10 minutes, vous passez le patient de la tête aux pieds. Et en 10 minutes, vous avez le diagnostic de toutes les localisations de la tête aux pieds. Oui, ça fait partie des choses vraiment... pour quelqu'un comme moi qui a démarré avec les premiers scanners dans les années... 80 ouais. En France, un petit peu plus, un peu avant aux États-Unis, c'est quelque chose de fantastique. C'est une aventure scientifique absolument, et humaine extraordinaire. Je crois qu'on a vécu tous les deux justement une révolution. Ces séquences de rupture et de révolution technologique. Dans quelle direction on peut imaginer que les choses vont évoluer? Parce que là, on a atteint quand même un niveau très élevé. Oui. Est-ce qu'on peut encore imaginer d'autres progrès à venir? Ou alors, est-ce qu'ils vont être plutôt du côté des molécules ou je parle en imagerie, enfin autour de l'image. Alors, je pense que l'imagerie, on a fait en l'espace de 20 ans 2-3 sauts technologiques. Moi, je me souviens des années 80, où on démarrait la gamme à caméra avec un PDP-11 avec un petit ruban pour les. Donc, on a fait un saut considérable. Aujourd'hui, quand même, on arrive à un plateau un petit peu en termes de caractéristiques. On peut d'abord, physiquement, on peut pas imaginer descendre à des résolutions, la meilleure résolution, parce que il y a une physique quand même à la base. La physique, par exemple, si vous prenez le positon, il se désintègre, mais il a un parcours dans le corps. Donc, s'il a un parcours de 7-8 mm, vous aurez jamais une résolution inférieure. C'est pas possible. Par contre, on a beaucoup progressé sur le traitement informatique, sur la rapidité d'acquisition. Donc, quand j'ai commencé le PET scan dans le service, c'était les années 2000, au début des années 2000, en gros, il fallait 3/4 d'heure, 1 heure par examen. On faisait 7-8 examens par jour. Aujourd'hui, un examen patient installé, etc., c'est moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, tête aux pieds. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, même on peut avoir, en mettant la caméra en position fixe, on peut quasiment faire du dynamique. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant parce que, comme on est dans la dynamique physiologique, on peut très bien voir si vous injectez un produit, comment il va se fixer, mais éventuellement comment il va se relarguer. D'accord ? Et ça, ce sont des renseignements physiologiques sur le fonctionnement qui sont énormes, notamment au niveau cérébral. Vous êtes capable, par exemple, de saturer des récepteurs et puis vous déplacez la saturation en injectant un autre produit. Voilà. Donc on fait vraiment de la dynamique. Donc je dis pas qu'on joue, mais on rentre très finement dans la physiologie. Ça, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, les progrès se font à la fois sur la rapidité d'acquisition, et ça marchera très bien, et puis sur la numérisation. Donc derrière, et Jean et Louis est spécialisé de ça, tout ce qui est traitement d'image. Il y a un traitement d'image absolument fantastique derrière. Donc, on fait des choses intéressantes. Et typiquement, pour revenir sur le PET scan, classiquement, on injectait le patient et puis on le prenait 1 heure après, quand le produit s'était bien fixé, stabilisé. Maintenant, on a changé complètement d'optique. On s'est rendu compte que la rapidité avec laquelle la fixation se faisait était aussi liée à l'agressivité de la tumeur. Oui. Donc, de plus en plus pour certains cancers, par exemple le cancer de la prostate, on va faire une acquisition dynamique précoce. Et très rapidement, on sait, ça fixe de façon considérable, là, c'est une tumeur agressive. Tu vois. C'est pas encore un protocole qui est généralisé quand même. Non, pas encore, parce que là, c'est la pratique qui pose problème. Évidemment, c'est facile quand tu as un patient toutes les heures, enfin, je veux dire, tu l'injectes, puis 1 heure après tu le passes, c'est plus facile à programmer. Quand tu dis, je l'injecte, je fais une dynamique pendant 5 minutes, puis après je le reprends 1 heure après, on voit bien que la gestion de la salle est plus compliquée. Donc c'est plus des problèmes pratiques que des problèmes fondamentaux qui bloquent Et dans ce paysage, toujours dans le cadre du cancer et c'est séparé parce que c'est une technique qui est différente. L'IRM, on peut imaginer des couplages aussi. Alors, actuellement, tu as déjà des machines PET-IRM. Alors, moi, je suis moins convaincu de ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, l'imagerie par résonance oui. Ce sont des machines qui coûtent très cher. Donc, elles sont beaucoup plus chères qu'un PET scan, puisque le scanner, finalement, ça coûte pas très très cher.
Et il n'y a pas vraiment d'intérêt majeur à les coupler. En gros, si vraiment on veut, on peut toujours après faire une fusion d'images, scanner IRM, ça marcherait très bien, c'est facile. Le seul intérêt de l'IRM avec le PET, c'est faire du fonctionnel. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est être capable de faire des acquisitions en dynamique, d'accord ? Et typiquement, c'est les domaines de la neuro. Parce que les autres domaines sont quand même largement explorés et la cinétique des molécules est tellement lente que ça vaut pas le coup. En neuro, c'est intéressant. Hein, donc, neuro et neuropsychiatrie, je pense que c'est un domaine. Donc, c'est couplé avec l'IRM, ça marche d'ailleurs très très bien. Il n'y a pas de... Alors, il y a un autre volet que je ne sais pas s'il est pertinent ou pas, mais le scanner rentre aussi dans une logique de thérapie guidée par l'image, l'IRM aussi, avec des techniques qui sont directement sous scanner ou sous IRM. Est-ce que l'imagerie de PET a aussi cette dimension interventionnelle couplée Non. ou pas? Non, directement couplé, non. Mais par contre, tu veux, ce qui est intéressant, et ça, pour répondre à ta question, si tu veux faire une intervention, par exemple une biopsie, une biopsie, c'est intéressant, si tu as une masse tumorale, d'aller biopsier là où il y a de la tumeur. C'est souvent assez hétérogène. Quand tu fais un PET scan, tu vas voir effectivement ta masse tumorale et le PET va t'indiquer où est la tumeur. Et surtout là où elle est la plus intense, c'est-à-dire là où elle est la plus agressive. Donc ça va guider la biopsie, mais tu vas pas faire la biopsie sous l'appareil. D'accord. Donc c'est majeur aujourd'hui, mais vraiment majeur. Tu prends par exemple une lésion pulmonaire, par exemple, accessible à la biopsie. Bah, si elle fixe le FDG, enfin donc le PET scan, bah, tu vas aller la biopsier. Donc elle va te dire celle-là, tu peux la biopsier. Si à côté tu as une masse, par exemple un ganglion, mais qui fixe pas, tu vas pas aller mettre une aiguille. D'accord. Donc ça oriente la biopsie, mais tu ne fais pas la biopsie sous appareil. Bien, nous sommes dans Voyage extraordinaire dans le monde des sciences. Et donc Jean-Louis et moi, nous recevons Patrick Bourguet, qui médecin nucléaire. Ça fait toujours drôle, hein, l'association de ces deux mots, mais bon, c'est la réalité. Et donc, qui a dirigé le centre Eugène Marquis de Rennes. Alors, on continue, Jean-Louis, hein, alors, on va y arriver. Tu as eu des responsabilités au niveau international, et donc tu as certainement une vision plus générale que de la situation ailleurs. Est-ce que la France se situe... comment la France se situe par rapport aux autres pays, ou comment les autres pays abordent ces questions-là, éventuellement différemment que chez nous? Alors, tu parles du domaine de l'imagerie ou du domaine du cancer? Alors, on va faire les deux. D'accord. Donc, alors, sur l'imagerie, donc assez brièvement, effectivement, bon, j'ai fait partie du board européen pendant plusieurs années. Tu as été président? Oui. Donc, clairement, aujourd'hui, l'Europe a une position, je dirais, dominante. Non pas que les Américains sont en retard, mais par exemple, je le veux en comparaison du Congrès européen. L'événement annuel, c'est le Congrès européen de médecine nucléaire. Ça, c'est clair. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Et là, on a largement dépassé à la fois en assistance et en exposition, enfin, en exhibition, comme on dit en américain, le Congrès américain. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les pays européens sont au niveau, hein, et avec un niveau de recherche qui est vraiment très, très avancé. Donc, en termes d'imagerie nucléaire, ça s'est très bien développé. En termes d'équipement, ça s'est très bien développé aussi. On a vraiment aidé à cette promotion, notamment du PET scan. Entre parenthèses, oui. Puisqu'on est sur les constructeurs européens. Alors ça par contre, effectivement, c'est Siemens et Philips qui sont les deux constructeurs. Mais en fait, on peut dire qu'en Europe, c'est essentiellement ces deux-là. Et le gros concurrent, c'est GE. Hein, c'est qui a vraiment... On voit plus trop en tout cas sur le PET scan, on voit pas les Japonais, hein, Toshiba est absent. On avait Elsint à un moment donné en imagerie nucléaire, mais qui a été réabsorbé, donc en Israël. Donc c'est globalement, enfin on peut dire les deux plus importants actuellement, c'est quand même Siemens et GE. Hein, en sachant que sur les deux marchés, parce que le marché américain, Siemens est très 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 présent aussi. Il y a pas d'entreprise française. Hein. On a vendu toutes nos entreprises il y a déjà quelques années. Hein. Je me souviens pas qu'il y a eu une entreprise... Ah si, on avait une entreprise qui faisait les gamma. Parce qu'on a eu la CGR qui oui, était Thomson CGR. Oui, c'est ça. Qui n'existe plus en France, mais voilà. Ils ne faisaient pas de... Ah non, ils n'ont pas arrivé au PET scan. On n'avait pas de PET scan, mais ils étaient en imagerie comme à l'époque. Hein. Mais ils avaient une composante imagerie nucléaire ? Absolument. Nucléaire et radiologue. Ouais. Et radiothérapie, je veux dire.
Non, mais en fait, ils n'ont pas été présents. Le PET a été pendant longtemps un domaine réservé à la recherche, et c'était le grand de le PET, ça a été Siemens pendant des années. À France, on avait développé une caméra PET à temps de vol au Leti à Grenoble, qui est tombée dans les oubliettes, qui n'a jamais été développée, et maintenant elle est commercialisée. On a tous des caméras à temps de vol, ce qui est quand même assez incroyable. Oui, je crois que si on parle de la stratégie française dans certains secteurs, ça risque de nous amener assez loin. Et à une vision peut-être moins positive que celle qu'on peut espérer à travers notre discussion. Donc là, on parlait de l'imagerie. Alors sur le cancer, il faut différencier deux choses. En termes de recherche, clairement, l'Europe a un potentiel de recherche considérable, d'accord, à deux aspects. D'abord, en recherche fondamentale, il y a énormément d'équipes qui sont impliquées dans des recherches de nouvelles molécules, de nouvelles stratégies. En recherche clinique, l'Europe est très très présente, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'essais. La quasi-totalité des essais cliniques sont développés en partenariat, bien sûr, avec les États-Unis, mais sont développés en Europe, énormément d'essais cliniques. En revanche, au niveau industriel, c'est clair qu'il y a une domination américaine. C'est clair. Les gros laboratoires, que ce soit Pfizer, que ce soit Novartis, etc., même s'ils ont une présence européenne, ont une grande majorité de leurs structures qui sont aux États-Unis. Là, on vient d'entendre dans la presse des annonces de la conférence à Chicago. Donc, à l'ASCO, oui. C'est le congrès annuel d'oncologie, la grand-messe oncologique. Avec beaucoup d'espoirs qui apparaissent, mais qui sont plutôt du côté... Oncologie médicale. Voilà. Ouais. Oui, là, il y a eu quelques articles, notamment sur une nouvelle thérapie ciblée dans le cancer du poumon, pour certaines variétés. Alors, juste un petit mot peut-être sur les thérapies ciblées, en fait. Thérapie ciblée, oui, parce que je crois que c'est pas forcément compris par tout le monde. Non, et puis il y a une confusion avec immunothérapie, en plus. Donc, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je vous le dis en deux mots, si vous voulez. On met de côté la chimiothérapie classique, qui est finalement une molécule qui n'est pas spécifique. Et je dirais c'est un peu comme un pesticide sur un champ, ça tue les mauvaises herbes, mais malheureusement, ça abîme aussi les bonnes herbes. Donc, la thérapie ciblée, en fait, l'idée, c'est que les cellules tumorales, quand elles se développent, elles ont en fait une variation ou une prolifération de protéines ou d'antigènes, comme on dit, souvent en surface, qui sont pas de bonne nature. Autrement, il y a des mutations, d'accord. Et ça, c'est un des grands bases, si je dirais, de la croissance tumorale, c'est que souvent, ça se fait avec des mutations, d'accord. Et donc, elles vont se mettre à sécréter des protéines qui sont pas les bonnes protéines, et notamment dont les fonctions sont modifiées. Si on arrive à bloquer ces protéines, on bloque la croissance tumorale ou on bloque en tout cas la non-efficacité des chimiothérapies. Ça, c'est les thérapies ciblées. La thérapie ciblée consiste à utiliser un anticorps qui va se fixer sur une protéine mutée, d'accord, et bloquer en fait l'effet de cette protéine. Typiquement, ce qui a été montré à l'ASCO, c'est un nouvel anticorps qui cible une protéine un peu particulière, qui est une protéine de facteur de croissance, le GF, et qui est mutée dans 15% des cas à peu près des cancers, disons, non opérables. Voilà. Donc chez ces patients-là, effectivement, quand on injecte l'anticorps, on va bloquer cette protéine mutée, et donc on va bloquer finalement la croissance tumorale. Et donc on a un effet thérapeutique majeur. Ce sont des thérapies qui marchent très bien lorsque les patients présentent en fait cette catégorie de protéines mutées. Alors il y a plusieurs thérapies ciblées différentes, bien sûr. Donc à chaque fois, on a un effet important sur une partie de la population. D'accord ? Donc quand on dit j'ai une thérapie ciblée, il y en a au moins une vingtaine qui existent actuellement, qui sont différentes suivant le cancer. Et entre guillemets, il faut avoir la chance, t'as malchance d'avoir un cancer, mais avoir la chance d'être dans la catégorie qui répond à cette thérapie ciblée, ce qui n'est pas toujours le cas. L'immunothérapie, j'en dis un petit mot quand même, c'est complètement différent. En fait, l'organisme a la capacité de rejeter ce qui est anormal. D'accord ? Et donc, dans quelqu'un qui est normal, lorsqu'il y a une cellule qui mute ou qui prend une allure un peu différente, tout le système immunitaire se met en marche et va la reconnaître et la tuer et la phagocyter et l'éliminer. De temps en temps, ce système-là est un peu dépassé. Et en particulier, dans le cancer, les cellules cancéreuses et les tumeurs sont capables de modifier les signaux qui finalement vont tromper le système immunitaire et vont se faire passer en douce pour des cellules normales alors qu'elles ne le sont pas. D'accord ? C'est rusé. Et l'astuce de l'immunothérapie, c'est d'avoir identifié justement ces points de masquage. Et donc on est capable de démasquer les tumeurs et de remettre en branle le système immunitaire. Et dans ces cas-là, effectivement, la destruction de la tumeur se fait par le patient lui-même. D'accord ?
Tout le problème, bien sûr, c'est que quand on lève le barrage ou quand on lève le masque, si j'ose dire, parfois on le lève à côté aussi. Et donc le système immunitaire reconnaît comme étrangères des cellules qui ne le sont pas. Donc il y a des effets secondaires qui peuvent être un peu délétères. Donc ça, c'est une voie qui est assez intéressante, qui progresse, et en l'espace de 15 ans, c'est absolument remarquable. Je veux dire, il y a 15 ans, on avait des effets secondaires majeurs. Aujourd'hui, on a des nouvelles thérapies en immunothérapie, où on a des effets thérapeutiques fantastiques avec un effet secondaire minimal. Donc ça va bouger, on peut imaginer que ça bouge très très vite alors dans les 10 années, je dirais, qui viennent. Et... Je pense que ça va bouger sur ces deux domaines-là. Thérapie ciblée d'un côté, on a des anticorps qui sortent assez régulièrement. L'exemple du cancer du poumon, la SCO le démontre. Et puis d'autre part, l'immunothérapie où les progrès, chaque année, on a des progrès considérables. Alors, moi j'ai vu il y a quelque temps, je pense que c'était une pub, alors je ne sais plus pour qui, mais en gros c'était quelqu'un qui allait voir son médecin et puis qui en ressortait. Alors on lui disait, alors mais qu'est-ce que tu... Oh, rien, c'est rien, j'ai simplement un petit cancer, donc... Enfin, on présentait le cancer comme une maladie absolument bénigne et qu'on allait... Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige ? Alors, le cancer ne sera jamais une maladie bénigne parce que par définition, elle est maligne. Donc là-dessus, non, mais c'est important parce que c'était une pub. Non, mais j'entends bien. En fait, ce qui a changé en fait par rapport à il y a 40 ans, c'est que on a, disons, un éventail de thérapeutiques qui est énorme, d'accord ? Ce qui fait qu'on arrive actuellement à avoir des survies, bien sûr, mais avec une qualité de vie qui a complètement changé. Il y a énormément de cancers qu'on guérit. Quand je dis guéri, ça veut dire que il n'est pas complètement disparu, d'accord ? Mais vous êtes en fait en maladie chronique, donc éventuellement, vous pouvez avoir un retraitement quelques années plus tard, etc. On est dans ces domaines-là. Donc finalement, quand vous annoncez à un patient qu'il a une insuffisance coronarienne, c'est une maladie qui est aussi une maladie chronique, d'accord ? Oui, donc il va vivre avec elle, mais il va vivre. Et il va vivre avec elle. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de traitement, ça veut dire qu'il n'aura pas de surveillance. Ben, c'est pareil pour le cancer, mais on change complètement de paradigme. C'est-à-dire, il y a 40 ans, moi je me souviens quand j'ai démarré, j'avais un cancer du sein, c'était la catastrophe. D'accord ? Aujourd'hui, la grande majorité des cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoce et ils sont guéris au sens carcinologique. Donc, qu'on le dise dans la publicité, finalement, c'est banal, il n'y a pas de problème. C'est un peu excessif, on est dans la publicité. Oui. Mais quand même, il y a un changement quand même de résultat qui est tel qu'on peut en parler. C'est-à-dire que c'est plus facile de parler avec un malade, un patient, en lui disant, on a quelque chose à vous proposer, et pas quelque chose d'efficace. Alors, à moins que tu aies un point... Non, vas-y, Jean-Louis. Quelques mots peut-être sur la Ligue contre le cancer. L'organisation peut-être aussi au niveau régional qui existe aujourd'hui. Où ça en est tout ça ? Parce que il y a des appels de manière régulière à des dons, des contributions, etc. Est-ce que il y a des choses qui bougent de ce côté-là ? Est-ce que vous vous tournez aussi vers le grand public ? Voilà. Bon, alors c'est vrai, je suis aussi impliqué maintenant dans la Ligue contre le cancer, au niveau notamment du comité des Yvelines. Bon, la Ligue, c'est une association caritative qui existe depuis des décennies, qui couvre l'ensemble du territoire français, dom-tom compris, avec un comité par département. Les comités sont indépendants, avec un conseil d'administration, dont moi je préside celui du 35, mais qui travaille dans une grande famille, sous une couverture d'une fondation générale. Clairement, les missions de la Ligue, il y en a 3. Un, je la mets par ordre de priorité, c'est le soutien aux malades et à leurs familles. Donc ce soutien, il peut être de formes diverses, ça peut être des soutiens financiers, mais ça peut être aussi des soutiens sous forme de ce qu'on appelle soins de support, ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'aide psychologique, de la socio-esthétique, de l'activité physique adaptée, ce qui est majeur aujourd'hui. Tout ça, ce sont des soins qui sont proposés gratuitement aux malades qui viennent consulter la Ligue. Aujourd'hui, par exemple, sur le CD35, on a un système qui permet d'organiser ces soins de support, soit au domicile, soit à proximité du domicile, sur l'ensemble du département. Ça, c'est un point qui est assez important. Vous n'êtes pas obligé de revenir sur Rennes. La deuxième mission, ce sont des missions de prévention. Donc, on a des gros programmes de prévention, essentiellement dans les établissements scolaires,
avec des programmes de plus en plus qu'on appelle probants, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur des interventions limitées, on a des interventions qui sont au cours de l'année et sur plusieurs années avec un suivi des gamins pour voir un petit peu comment ils intègrent les notions de prévention. Alors c'est des préventions des risques au sens large et c'est plus des actions d'éducation pour la santé que, comme on le faisait il y a quelques années, prévention du tabagisme, etc. Donc on est plus maintenant dans une vision plus globale qui inclut tout ce qui est environnemental, mais aussi par exemple l'activité physique, qui est majeure dans la prévention et la guérison des cancers. Et puis le troisième domaine, c'est l'aide à la recherche. D'accord ? Donc dans l'aide à la recherche, on est structuré au niveau national avec le financement de projets nationaux auxquels peuvent, faire appel les chercheurs de tout le pays. Mais on a une particularité dans le Grand Ouest. On est structuré au niveau des 3 régions, Bretagne, Pays de la Loire et Val-de-Loire. Avant, il y en avait 4, mais la région Poitou-Charentes est partie vers le sud après la nouvelle redistribution régionale. Donc, on a en fait une géographie qui est superposable à celle du Cancéropôle Grand Ouest. Hein. Et là, on a un conseil scientifique interrégional composé d'experts extérieurs aux 3 régions. Ça, c'est vraiment très important, nationaux, internationaux. Et on fait un appel d'offres tous les ans avec des projets qui sont à hauteur, en gros, de 25 à 30 000 euros par projet et qui permettent de faire la preuve de concept, notamment de nouvelles idées. Ça, c'est financement. On finance aussi des thèses, beaucoup de thèses, hein. Donc soit en indépendant, soit en cofinancement avec la région Bretagne. Et puis on finance aussi des post-docs éventuellement. Donc une aide générale à la recherche, hein, qui est assez importante, hein, puisque par exemple pour l'appel d'offres de cette année, sur le premier dont je parlais, il y aura en gros un montant de 2 millions d'euros pour l'interrégion, ce qui est quand même assez conséquent. Alors vis-à-vis du grand public, là, on a parlé des écoles, il y a aussi des actions, et j'ai cru comprendre tout à l'heure en discutant avant l'émission qu'il y avait quelque chose qui se préparait en juin, là. Alors tout à fait. Alors sur le grand public, je mets de côté ce qui est prévention, parce que les actions de prévention au grand public, hein, il y a Octobre Rose, il y a Mars Bleu. Enfin donc là, on est très présent à la fois dans des réunions, dans des associations, etc. Et puis sur le volet scientifique, on souhaite maintenant faire connaître au public, notamment aux donateurs, hein, ce que l'on fait de l'argent, c'est-à-dire qu'est-ce que on a comme résultat au niveau de la recherche. Et donc l'idée est de vulgariser et de faire connaître les résultats de la recherche financés par la Ligue contre le cancer. Alors très clairement, à un horizon très proche, on a sur Vannes, à la fin du mois, donc le vendredi 30 juin, on a sur 2 jours les journées annuelles du Cancéropôle, et en association avec le Cancéropôle, la Ligue propose une réunion grand public, donc une conférence grand public, le vendredi soir sur Vannes. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a aucun problème. Et il y aura 2 conférences, une qui est plus sur, je dirais, sciences humaines et sociales, c'est un petit peu les problématiques de la prise en charge des malades, et puis une autre un peu plus sur les progrès, notamment sur l'immunothérapie, donc sur des choses un peu neuves. Ça, c'est pour Vannes. Et déjà, on cible en février prochain. On reçoit à Rennes le congrès, le colloque national, annuel de la Ligue nationale. Autrement dit, l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur des financements de la Ligue se retrouveront à Rennes au début du mois de février, le 10 février. Et là encore, au Jacobin, on prévoit le vendredi, je crois que ça va être le 9 ou 10, de faire une conférence grand public pour informer le public aussi quelles sont les innovations, les progrès actuels dans le cancéro. Non, je crois que c'est aussi très très important, hein, de faire ça. Alors on arrive à la fin de l'émission. Absolument. Félix fera tout à l'heure l'annonce Unidiver et puis des liens que nous avons. S'il y avait un message à donner aux jeunes aujourd'hui qui voudraient aller dans cette direction, dans ces métiers, quel serait message qui peut être général, hein, de se passionner peut-être simplement, je ne sais pas. Alors, il y en a 2 peut-être. À partir de mon expérience, je dirais rester les yeux ouverts sur ce qui se fait à côté pour voir, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes. Et effectivement, rester passionné pour ce qu'on fait. Si on commence à s'ennuyer dans son activité, il vaut mieux changer. Je crois que c'est très important. Dans le domaine plus spécifique du médical et de l'imagerie notamment, je crois qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc je pense que les gens qui s'engagent dans ces professions actuellement ont un avenir avec beaucoup d'évolution. Bon, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais c'est un domaine dans lequel on voit bien des choses qui se profilent.
Ce sont des métiers passionnants, absolument passionnants, qui sont à la limite de la science et à la limite de la clinique. Donc on touche à des domaines très très divers. On est en contact avec des gens et des milieux très différents. Donc effectivement, quelqu'un qui a un peu de niaque et qui se passionne, je l'encourage très fortement à aller dans ce sens-là. Eh bien, merci Patrick. Vraiment une émission passionnante, un avant-goût de certaines choses qui vont se passer là, que vous venez de nous annoncer. Merci Jean-Louis. Merci à Radio Laser, donc, oui. Et puis merci aussi à Unidiver. Voilà, donc notre émission est... on peut la retrouver en podcast, donc sur le site de Radio Laser et sur le site Unidiver. Voilà, donc merci Patrick. Merci à vous. merci à tous les deux et merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Par contre, je suis un peu troublé parce que l'émission était tonique et riche. Voilà, au revoir à toutes et à tous et à la prochaine, au prochain voyage.